Prendre doucement. Je vais inviter les panélistes à me rejoindre ici à la tribune. Voilà, si tu veux. Quel est le plan? J'ai pas organisé le plan de table, pardon. Bonjour, allez-y, installez-vous, vous souhaitez. Peut-être Morgane ici, comme ça. Bonjour. Bon, donc je voudrais maintenant démarrer donc, ce deuxième panel. Alors, nous avons pas mal discuté du constat lors de la première table ronde. La deuxième doit se concentrer un petit peu plus sur les perspectives, les pistes pour améliorer la situation. Mais comme l'a dit Jacques Fournier dans son introduction, je pense qu'on ne peut pas complètement ignorer et ne pas débattre la question du constat. Donc j'imagine que les différents panélistes vont quand même nous faire part de leur point de vue sur la question de savoir si l'épargne des ménages en France est suffisamment mobilisée pour financer les investissements les plus porteurs de croissance, les investissements de long terme. Et quelles sont, de leur point de vue, les pistes d'évolution, alors qu'elles touchent aux questions de la fiscalité de l'épargne, puisqu'on a déjà abordé cette question qui est au cœur de notre conférence ce jour, mais il y a peut-être aussi d'autres leviers. Je suis sûr qu'ils vont nous faire part de leur point de vue à ce niveau-là, et probablement aussi s'interroger sur faut-il que on cherche à orienter l'épargne des ménages, et si oui, pour quel objectif? Est-ce un objectif effectivement de financement de la croissance, comme nous posons la question aujourd'hui, ou bien d'autres types de motifs, notamment le financement tout au long de la vie des ménages, de leurs dépenses, donc au sens du cycle de vie du ménage, des ménages. Je vais tout de suite passer la parole à Jean Boissineau, qui est chef du pôle d'analyse économique du financement du secteur financier, des entreprises, et peut-être en lui posant ces questions-là, son analyse du point de vue du constat du financement de l'économie, de ce qui a été fait également ces dernières années pour essayer d'améliorer cette situation, et puis peut-être les pistes qu'il envisage pour une amélioration de la situation. Merci Vincent, ça tombe bien, j'avais préparé 3 points. Le constat, où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire. Le constat, c'est celui d'un débat assez éternel, j'ai l'impression, de savoir s'il faut mobiliser l'épargne des ménages ou l'orienter. Et finalement, quand on regarde de près les termes de ce débat, il y a clairement une nécessité à mieux comprendre ce que c'est que l'intermédiation financière et à passer quelque part. Enfin, on a un débat entre de la plomberie et de la mécanique des fluides, pour prendre une image un petit peu osée peut-être, parce que à mon avis, et vous allez tout de suite voir que je suis plutôt d'un côté que de l'autre, à mon avis, les préférences des ménages sont ce qu'elles sont. Je pense que c'est ce qu'André Masson a dit tout à l'heure. Elles sont ce qu'elles sont et elles ne sont pas si anormales que ça. Et en revanche, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour, à partir de ces préférences et à partir des besoins des ménages, bien financer l'économie, plutôt que d'essayer de tordre les préférences ou de jouer en opposition. Donc, 1, il faut mieux comprendre l'intermédiation. 2, il faut se rendre compte qu'on est dans un monde ouvert. Et dans ce monde ouvert, le bouclage macro-financier de l'économie française s'est passé de manière tranquillement invisible pendant des années et des années, sans que ça ne pose vraiment de problème, au point où on peut être aujourd'hui avec une position extérieure nette négative de 350 milliards,
ou 500. Moi, j'avais 350 la dernière fois que j'ai été voir les chiffres de la banque sur les comptes financiers, mais où les choses se sont passées sans grand problème. Ce qui change, c'est que la crise nous a rappelé que le bouclage pouvait redevenir un enjeu, et elle nous a aussi rappelé, sans forcément regarder des situations aussi extrêmes que ça, que à la fois l'inefficacité de l'intermédiation avait un coût et que les surcoûts étaient inefficaces. Et ce constat, plus toutes les évolutions qui sont en cours, qu'elles soient à la fois prudentielles et macroéconomiques, fait qu'on a une transformation de notre modèle. Transformation qui va, je vais essayer de le ramasser en une idée, dans le sens où les acteurs devraient davantage jouer sur leurs avantages comparatifs que sur leurs avantages absolus, comme ils essayaient de le jouer précédemment. Alors, où cela nous mène-t-il et où on en est? Je dirais que le vrai enjeu collectif, c'est d'essayer de limiter la transformation et d'améliorer l'allocation pour limiter la transformation. D'abord, l'efficacité des intermédiaires, c'est ce qu'on a observé avant la crise. On a des banques qui sont extrêmement efficaces, des assureurs qui sont extrêmement efficaces, tout le monde est très efficace, mais la somme de l'efficacité individuelle n'est pas une efficacité à l'échelle du système. Et donc on peut avoir des intermédiaires extrêmement efficaces et une intermédiation finalement pas si robuste que ça. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut clairement corriger. Le second constat, c'est que le débat que je signalais au départ, mobilisé ou orienté, qui est quelque part une sorte de débat entre faut-il privilégier le financement de l'économie ou les besoins des ménages, c'est un débat qui peut être réconcilié. Mais la condition de la réconciliation, c'est de repartir des ménages et c'est de regarder quels sont les besoins des ménages, de regarder comment ces besoins sont satisfaits, quels produits on a, quelle structure d'incitation fiscale on retrouve en face, et ensuite comment jouent les intermédiaires financiers à partir de ça pour financer l'économie. Et dans l'ensemble de cette réflexion, il faut probablement aussi se garder de distinguer, quand je parle de besoins des ménages, entre là où les emmènent leurs préférences spontanées et quels sont les besoins qu'ils ont. Et il y a un écart entre les deux, notamment parce qu'on a des problèmes d'éducation financière, on a des problèmes d'économie comportementale qu'il faut probablement regarder aussi en face. Pour aller vite, les besoins ils sont de deux types. On a des besoins d'épargne de précaution, on a des besoins de cycle de vie. Et dans ces besoins de cycle de vie, on a toute une gamme de sujets avec des choses qui vont avoir des degrés de flexibilité, de maturité et d'horizon différents. Et le vrai sujet, c'est pas forcément de partir de la fiscalité, mais de regarder quels sont les produits qui permettent de répondre à ces besoins, et ensuite si la fiscalité est effectivement adaptée à ces différents produits. Et pour aller vite sur mon troisième point, on a un enjeu en France qui est de valoriser quelque part une ressource qui est précieuse et qui est présente, qui est l'épargne longue des ménages. Cette épargne longue, c'est vraiment une épargne qui est gérée avec un horizon de temps donné. Pour le dire autrement, on n'est pas simplement long parce qu'on est né il y a très longtemps, comme ça peut exister pour certains produits. Et le défi dans la gestion de cette épargne longue, c'est de trouver un couple, en particulier investisseur institutionnel, gestion d'actifs, qui fonctionne bien. Ce qui est très rassurant, c'est qu'on a vu un certain nombre d'innovations depuis quelques années. Je pense au financement des infrastructures, je pense au financement en dette des ETI par placement privé. Enfin, cet écosystème, il sait naître pour répondre à ces besoins. Alors, je parle d'épargne longue, c'est pas pour oublier qu'il y a des enjeux qui sont courts. Je pense par exemple au problème que rencontrent un certain nombre de PME pour couvrir leurs postes clients. Et là aussi, il y a un besoin d'innovation pour répondre à ces besoins. Et j'en profite pour remarquer que c'est un problème important, et c'est pas parce que ce problème est important qu'il faut nécessairement construire un traitement fiscal particulier pour orienter l'épargne des ménages dessus. Voilà. Et si vous me permettez de terminer avec les deux enjeux emblématiques un peu longs que je pense les autres panélistes vont développer, le capital risque, le financement en fonds propres des PME en croissance, des ETI, et le financement de la transition énergétique. Dans les deux cas, on retrouve cette question du couple investisseur institutionnel gestion, avec, par exemple, s'agissant du capital risque, la question du modèle juridique sous laquelle on collecte l'épargne des ménages, du côté de la gestion, des questions récurrentes sur la taille des fonds, sur leur équilibre, sur leur track record. Pour le financement de la transition,
un petit peu le même genre d'enjeu, avec en plus une dimension prospective beaucoup plus forte, parce qu'il s'agit là d'essayer d'appréhender des tendances qui sont des tendances à venir. Et je disais que c'était la même chose, mais c'est que précédemment, avec un sujet investisseurs institutionnels et gestion, en fait tout le secteur financier est concerné. Les investisseurs institutionnels et la gestion, et ça fait partie des gens qui ont été quelque part, auxquels on s'est adressé au travers de l'article 173 de la loi de transition énergétique pour essayer de porter leur attention sur ces enjeux. C'est aussi le cas des banques, avec le rapport qui a été préparé par la Banque de France, la CPR et le Trésor, qui est actuellement soumis à consultation et qui essaie de comprendre comment ces questions se posent très concrètement aujourd'hui dans la gestion d'un établissement de crédit. Je vous remercie. Merci Jean. Donc sans transition pour ces quelques propos liminaires, je me tourne vers Morgane Nicole, qui est chef de projet à I4CE, qui est donc l'Institute for Climate Research on Climate Economics. Donc qui a été fondé par la Caisse des dépôts et l'AFD, et donc Morgane va plus particulièrement nous exposer le point de vue du financement des investissements de la transition énergétique. Dispose-t-on de suffisamment de financement en France pour financer la transition énergétique, dont on sait qu'elle va appeler des investissements lourds et croissants, et sinon, quelles sont les pistes pour faire en sorte que ces investissements trouvent des financements à la hauteur des besoins? Merci. Donc, pour répondre à ces questions, je vais repartir moi du côté investissement et besoin d'investissement, en utilisant les résultats d'une étude qui est faite par I4CE depuis quelques années et qu'on va continuer à faire, qui se nomme le panorama des financements climat en France, et qui a comme objectif de recenser les dépenses d'investissement en faveur du climat en France et d'analyser comment ces dépenses d'investissement sont aujourd'hui financées, avec comme objectif de pouvoir comparer ces flux d'année en année pour identifier les grandes tendances, et surtout de pouvoir comparer ces investissements actuels aux estimations de besoins d'investissement en faveur du climat pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc, vous avez là sous les yeux la représentation synthétique des résultats de l'étude 2014, enfin sur les flux financiers pour le climat, en faveur du climat de 2014. Donc c'est pas forcément très lisible comme ça, mais je vais vous expliquer tout ça rapidement. Donc ce qu'on voit sur ce schéma, c'est qu'en 2014, on a identifié 32 milliards d'euros d'investissements en faveur du climat en France. Ces investissements ont été portés par... donc ces investissements sont dans 5 grands secteurs. Le secteur du transport, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture, le secteur de la production d'énergie centralisée et réseau, et le secteur du bâtiment. Pour chacun de ces secteurs, il y a différents domaines. Il y a la production d'énergie renouvelable, il y a les investissements d'efficacité énergétique, et d'autres domaines. Donc ces différents investissements sont portés bien entendu par 3 grands types de porteurs de projets. On a les porteurs de projets publics, les entreprises et les ménages. Et ensuite, ces porteurs de projets financent leurs investissements par 4 grandes catégories de financeurs: les administrations publiques, les institutions financières publiques, les banques commerciales et marchés financiers, et l'épargne et les revenus des ménages et des entreprises. Et bien entendu, entre ces sources de financement et les porteurs de projets, il y a différentes catégories d'instruments: des instruments de subvention, de dette commerciale, de dette concessionnelle, et des fonds propres et de l'autofinancement. Alors ce qu'on voit, c'est que depuis 2011, on a eu donc une légère augmentation des investissements en faveur du climat entre 2011 et 2013, et depuis 2013, ces investissements sont globalement stables. Après, il y a des différences selon les domaines. On a une légère augmentation, une augmentation des investissements en faveur d'efficacité énergétique, plutôt une baisse des investissements en faveur des énergies renouvelables,
et des investissements en faveur, enfin, sur les infrastructures de transport durable qui sont bien entendu très variables puisque ça dépend, ils sont réalisés sur quelques grands projets. Alors ces investissements sont financés par différents instruments, enfin sont plus ou moins financés par les différents instruments de financement en fonction des secteurs. Bien entendu, sur le bâtiment, on est sur le financement de logements et de la rénovation de ces logements. Il y a bien entendu une grosse part de fonds propres et d'autofinancement. Tandis que sur le secteur des transports, où on est surtout sur des projets portés par des collectivités locales ou l'État, on a une grosse part d'aide, de subventions publiques. Voilà, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de voir cette comparaison entre les investissements réalisés jusqu'à présent en faveur du climat et les besoins qui correspondent aux besoins, enfin, pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc, ce que vous voyez, c'est sur ce schéma, c'est qu'il y a cette comparaison n'a pu être effectuée que sur une partie des investissements en faveur du climat qui ont été recensés, tout simplement pour soit des problèmes de difficultés de chiffrage de la stratégie nationale bas carbone, soit pour des difficultés de méthodologie différentes entre notre étude et la stratégie nationale bas carbone. Ce qu'on voit, c'est sur les secteurs sur lesquels on a pu réaliser la comparaison, c'est-à-dire les logements, l'industrie et les énergies renouvelables centralisées. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a il y a entre 10 et 15 milliards d'euros supplémentaires par an qui sont nécessaires pour atteindre la trajectoire fixée par la stratégie nationale bas carbone. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien, on a déjà des investissements en faveur du climat, 32 milliards par an, c'est bien, mais il en faut encore plus pour atteindre la stratégie nationale bas carbone. Une petite précision aussi, donc les chiffres, le chiffrage de la stratégie nationale bas carbone correspond uniquement au premier budget de cette stratégie nationale bas carbone, donc 2015 à 2018, donc c'est uniquement le début de la pente. Donc il faudra encore plus de financement, d'investissement en faveur du climat pour la deuxième budget de la stratégie nationale bas carbone. Donc maintenant qu'on a posé le constat de ce qui existe aujourd'hui comme investissement en faveur du climat et de ce qu'on a besoin comme investissement en faveur du climat, quelles sont les solutions pour parvenir à trouver ces investissements supplémentaires et les sources de financement supplémentaires nécessaires? Alors, une première précision importante, c'est que, bien entendu, il y aura une partie de financement additionnel qui sera à trouver, mais une grande partie de ce financement devra venir d'une réorientation des flux financiers existants. Donc, cette réorientation des flux financiers existants, pour réussir cette réorientation, il y a une réflexion à avoir à deux niveaux. Un premier niveau, il y a un problème d'augmentation du pipeline d'investissement en faveur du climat disponible sur le marché aujourd'hui. Notamment, là, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que le plus gros secteur sur lequel des investissements additionnels sont nécessaires sont la rénovation de logements. 9 milliards d'euros supplémentaires par an seraient nécessaires pour la rénovation de logements. Le problème, aujourd'hui, c'est que c'est potentiellement un problème d'accès au financement, mais d'abord un problème de pipeline de projets disponibles. Là, il y a des incitations à trouver pour amener notamment les ménages à rénover leur logement. Et donc là, comme le disait Jean Boissineau, il faut se mettre du côté des ménages et essayer de comprendre comment est-ce qu'on... ce qui pourrait faire que dans leur raisonnement actuel de prise de décision d'un achat, d'un investissement, c'est qui pourrait faire qu'ils mettent en œuvre cette rénovation, notamment par exemple en incitant à la rénovation globale au moment du processus de vente-acquisition de logement. Sur les autres domaines, ainsi que sur celui-là, il y a un deuxième niveau de... pour augmenter le pipeline d'investissement climat, il y a d'autres choses à mettre en place, et notamment la mise en place de signaux économiques forts qui puissent être anticipés et correctement transmis aux investisseurs.
notamment les questions de prix du carbone et de normes. Normes, par exemple, sur le logement. Et également, pour augmenter ce pipeline d'investissement, les acteurs financiers peuvent avoir leur rôle à jouer, notamment sur tout ce qui est industrie, agriculture, etc., transport. Les investisseurs peuvent, notamment quand ils jouent le rôle d'actionnaire, peuvent amener les entreprises, notamment, à réfléchir à comment aligner leur business model avec le besoin de cette transition bas carbone, cette transition, ce qu'on appelle cette trajectoire de degrés, et montrer clairement que c'est quelque chose d'important pour eux. Et on commence à l'entendre régulièrement, c'est important pour les acteurs financiers de se poser la question et de savoir ce que les entreprises font pour se mettre en route vers une transition bas carbone, parce que ces acteurs financiers sont aujourd'hui exposés à des risques climatiques, physiques, donc liés aux effets du changement climatique, et de transition liés à ces incertitudes sur la trajectoire qui va être suivie par l'économie et sur les modalités de cette transition. Après, donc, il y a une réflexion à un deuxième niveau qui est sur comment améliorer l'accès au financement pour ces investissements de long terme liés à la transition bas carbone. Alors là-dessus, il y a une première remarque à faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ la moitié des investissements qui sont présentés dans ce panorama sont soutenus, ce qu'on appelle soutenus par le public. C'est-à-dire qu'il y a soit une incitation soft, soit une incitation de type subvention, etc. Vu le besoin de financement additionnel et vu les contraintes sur les financements publics aujourd'hui, il va y avoir un gros besoin d'augmenter la part des financements privés, des acteurs financiers privés, dans le financement de ces investissements de transition. Donc pour faire ça, il va falloir concentrer les soutiens financiers publics sur les investissements les plus ambitieux ou alors sur les porteurs de projets qui ont le plus de difficultés à trouver cet accès au financement et aller chercher un fort levier auprès des fonds privés. Et ensuite, sur les difficultés d'accès au financement, ces difficultés d'accès au financement sont finalement assez classiques. Et là, je pense que les autres personnes autour de la table sont mieux placées que moi pour détailler ces difficultés d'accès au financement. Ça va être notamment les difficultés d'accès au financement pour les PME et la difficulté de financement de projets disséminés. On pense notamment, par exemple, sur la rénovation énergétique des logements. On va avoir de nombreux petits projets. Clairement, ces nombreux petits projets ne pourront pas être financés directement par les investisseurs institutionnels, là où la grosse masse d'argent est. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à faire, à matcher, entre guillemets, ces besoins disséminés de financement avec les financements, la masse de financement disponible auprès des investisseurs institutionnels. Et là, une piste peut être, par exemple, la question de la titrisation de ces besoins de ces besoins de financement, enfin de ces financements, des investissements pour la rénovation énergétique des logements. Merci Morgane. Donc ça fait une transition toute trouvée avec Thierry Philippona, qui est directeur de l'Institut Friedland ici à Paris, mais qui a aussi fondé Finance Watch à Bruxelles et qui est aussi président de l'Institut pour la finance responsable. Forum pour l'investissement responsable, pardon. Voilà donc cette question du financement de la transition énergétique, des autres investissements notamment et de la demande de fonds propres des entreprises, d'innovation. Quelle est la situation? Comment on peut éventuellement essayer de l'améliorer? Merci Vincent. Ce que j'aimerais faire, c'est regarder cette question du financement en fonds propres des entreprises, qui est le sujet dont on avait convenu que j'allais parler, d'un point de vue qualitatif, en se posant la question de la structure de l'épargne
qui va permettre, d'un point de vue qualitatif, de financer les entreprises en fonds propres. La question sous-jacente, c'est bien sûr le lien avec tout ce qui est investissement en R&D, en innovation, transition énergétique. Mais si on regarde toutes ces questions d'un point de vue économique, je pense qu'on peut distinguer 3 catégories d'entreprises au sens très très large du terme qui ont besoin de fonds propres. Il y a les entreprises, on va dire traditionnelles, établies, qui sont dans des business établis, sont importantes tout de même. Voilà. Ensuite, il y a les PME qui aspirent à devenir des ETI. C'est pas du tout la même chose. Et je vais revenir là-dessus. Et puis ensuite, il y a l'innovation de rupture. Alors l'innovation de rupture, on peut le baptiser de start-up, on peut le baptiser de... Ça peut être dans les biotech, ça peut être dans la transition énergétique, ça peut être dans beaucoup de domaines. Le dénominateur commun économique de tous ces projets, c'est que on est à un point quasiment zéro aujourd'hui, ou pas loin de zéro, et puis ça va être du tout ou rien, un développement phénoménal ou un échec. C'est le propre même de l'innovation de rupture. Donc, faisons l'analyse économique dans un premier temps de ces besoins. Dans un deuxième temps, il faut relier à la finance, bien sûr, mais la finance, c'est jamais qu'un outil pour servir l'économie. Donc, commençons par l'économie. Ensuite, on regardera peut-être brièvement les conséquences de ce qu'on aura trouvé en essayant de rapprocher l'économique du financier, puis peut-être esquisser une ou deux pistes. D'un point de vue économique, l'entreprise très établie, elle est, je vais prendre des raccourcis, elle est assez prévisible, elle est assez modélisable, elle est assez, oui, prévisible et modélisable. Est-ce que l'analyse financière est une science exacte? On sait tous que non. Mais enfin, il y a quand même... Voilà, c'est le propre de toutes les grandes entreprises cotées en bourse. Il y a quelque chose d'assez... oui, qui peut rentrer dans des tableurs Excel, j'ai envie de dire, avec une certaine pertinence. La PME qui veut devenir une ETI, c'est déjà quelque chose de très différent. L'innovation de rupture, c'est juste pas modélisable. C'est du tout ou rien. C'est binaire. C'est une option binaire. Si on raisonne sur le financement d'une économie en mutation rapide, et si on a envie que dans notre pays, il y ait du financement également pour ces innovations de rupture, il va falloir se demander si on a la qualité d'épargne qui va permettre d'apporter des fonds propres à ce segment. Alors, reprenons ces différentes catégories, mais cette fois-ci d'un point de vue financier. Bien sûr, la question, elle est sur le montant, la quantité d'épargne disponible. Alors, il y a eu déjà pas mal de chiffres qui ont été donnés. Je ne vais pas les répéter, mais bon, les organismes de placement collectif en actions en France, c'est environ 300 milliards d'euros. Les OPC diversifiés, c'est 315 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas, il y a probablement 50 milliards d'euros d'actions dans ces OPC diversifiés. Les investisseurs institutionnels, c'est encore environ 300 milliards d'euros en actions au sein de leurs 2500 milliards d'euros. Bon, on voit les masses de peut-être autour de 600 milliards d'euros qui sont capables de s'investir en fonds propres. Très bien, ça c'est le quantitatif. Regardons maintenant le qualitatif. Le dénominateur commun de cette épargne prête à s'investir en fonds propres en France, il n'y a pas qu'en France, je raisonne France, mais dans le premier panel, on a beaucoup parlé de la zone euro, où je ne prétends pas être un expert sur tous les marchés de la zone euro, loin de là, mais il y a probablement une assez bonne homogénéité à ce niveau-là. Par contre, on pourra comparer au Royaume-Uni et aux États-Unis, même brièvement. Mais en tout cas, le dénominateur commun de ces investisseurs, c'est qu'ils ont des modes de fonctionnement homogènes. Et leur mode de fonctionnement homogène, il est tiré de la théorie du portefeuille, pour ceux qui ont étudié la théorie financière, le CAPM, on fait un portefeuille qui est benchmarké par rapport à un indice, et on définit le risque d'un portefeuille comme le fait de s'écarter de la moyenne, fondamentalement, puisque dans la théorie financière dominante, qui oriente quand même les flux d'épargne dans leur très très grande masse, en tout cas sur cette façon d'investir, le risque est défini
pas rentrer dans la théorie financière ici, mais comme le bêta, autrement dit, le fait d'amplifier ou de ne pas amplifier les évolutions de marché. Il n'est pas défini comme le fait de perdre de l'argent, ah tiens, c'est intéressant, il est défini comme le fait de faire plus ou moins que le marché. D'accord. Et toute cette poche d'action, elle se comporte de cette façon. C'est un fait. Alors, pour investir dans des grandes entreprises relativement matures, relativement prévisibles, je dis bien relativement, hein, on sait tous que l'investissement boursier n'est pas forcément un exercice facile, mais enfin, il y a quand même des paramètres. On peut trouver des limites au système, mais ça fonctionne peu ou prou. D'accord ? Pour investir dans de l'innovation de rupture, qui par définition consiste à investir sur quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, si on a construit un portefeuille boursier dont l'objectif quantitatif, mais l'objectif tout de même est de répliquer l'économie de hier matin, parce qu'un indice boursier, par définition, c'est une photographie de... Même l'indice le plus intelligent du monde, c'est une photographie hier matin, et on dit, bah, le portefeuille, il ne doit pas trop s'écarter de la photographie de ce que je considère être l'économie. Eh bien, pour cette innovation, enfin, pour ce financement, pour cet investissement dans de l'innovation, c'est une qualité de fonds propres qui ne va pas fonctionner. Ça ne va juste pas fonctionner. La conséquence de ça, on la voit. Vous avez des IPO en France. Il y a un marché des IPO qui fonctionne pas si mal que ça, soit pour des entreprises de taille petite à moyenne, soit pour des grandes entreprises. Vous avez fin 2015 l'IPO de Amundi pour 1,7 milliard, si j'ai bonne mémoire, qui fonctionne bien. On va dire Amundi, c'est une société qu'on va qualifier de traditionnelle, au sens de établi, relativement prévisible, etc. Le marché absorbe 1,7 milliard, j'ai envie de dire sans sourciller. Donc c'est pas un problème. La question, et c'est l'une des questions qu'on voit régulièrement émerger dans la presse, dans les débats, c'est est-ce que la France est capable, enfin le marché des investisseurs français est capable d'absorber l'IPO de la boîte qui a été créée il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, et qui vaut déjà 20 milliards. D'accord ? Confère ce qui se passe aux États-Unis. Réponse, en montant absolu, vu les masses d'épargne qui sont prêtes à s'affecter, excusez-moi, à s'investir dans des fonds propres, en théorie oui, en pratique non. Pourquoi ? Bah parce que on a un système qui est trop homogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un système moins homogène ? Ça voudrait dire, et là on revient à des débats bien connus, avoir des systèmes de retraite par capitalisation, des fonds de pension, qui vont avoir des modes de fonctionnement différents. Ça voudrait dire avoir de l'épargne de particuliers significative. Je ne dis pas qu'on est différent de la zone euro, j'ai entendu plein de choses tout à fait passionnantes sur le sujet, mais pour autant, le particulier, pour peu qu'il ait l'appétit pour ce type d'investissement, lui, la théorie du portefeuille et le CAPEM, il s'en moque éperdument. Donc, s'il est sur le bon investissement, il va y aller. Le point essentiel ici, c'est qu'un marché financier riche, c'est un marché financier hétérogène. Et je pense que l'une des caractéristiques de la structure d'investissement dans les pays de la zone euro en général et certainement dans notre pays en particulier, c'est qu'elle est très homogène, j'ai envie de dire trop homogène. Et ça, c'est vraiment la question principale. J'ai évoqué trop vite le sujet des PME ETI, qui est un sujet un peu différent. Aujourd'hui, le capital investissement en France, c'est environ, que les spécialistes me corrigent si je me trompe, 10 milliards d'euros par an d'investissement en capital investissement. Là où, prenons un pays de taille comparable, au Royaume-Uni, c'est à peu près le double. On peut se dire, tiens, des économies de taille comparable, pourquoi y a-t-il 2 fois plus au Royaume-Uni qu'en France? Quand on pose la question à des spécialistes du capital investissement, que je ne suis pas, mais j'en connais, donc j'ai été leur poser la question, tiens, comment est-ce que vous expliquez ça? La réponse fuse, mais systématiquement. C'est une question de demande, c'est pas une question d'offre. C'est-à-dire que les spécialistes, notamment du capital développement,
ont un métier qui consiste à aller chercher les belles PME et à les convaincre qu'en mettant X millions dans leur PME, ils vont multiplier leur chiffre d'affaires par 10 ou par 20 ou par 30 en l'espace de quelques années, ce qui aura des conséquences de valorisation importantes pour tout le monde. Voilà. Et ces spécialistes vous disent, en France, on est obligé d'avoir des commerciaux qui détectent les belles PME pour les convaincre de devenir des ETI, et 3 fois sur 4, la réponse c'est « je vis pas si mal que ça à la tête de ma jolie PME ». Pourquoi est-ce que je prendrais tout ce risque? Parce qu'évidemment, c'est un travail phénoménal et puis c'est risqué d'essayer de convertir une PME en ETI. Là où l'appétit, j'ai envie de dire, voilà, l'appétit, les Anglais aiment bien l'expression de animal instinct, au Royaume-Uni ou en Grande-Bretagne, et moi je porte aucun jugement sur le sujet, je constate, est bien plus important. Et donc, il y a une difficulté à convaincre des responsables, des patrons de PME, de prendre le risque. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite sur la... Encore 2 minutes. Pardon ? Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Alors, sur le capital risque, il y a quelque chose qui est très important, évidemment, et qui rejoint le point que j'ai fait précédemment, qui est la question de la sortie. Un capital risqueur, on ne peut pas lui reprocher, c'est son métier de dégager de la rentabilité, c'est comme ça qu'il lève des fonds. Il raisonne forcément sur la sortie. Et la sortie, il veut pouvoir placer sur le marché boursier cette pépite qu'il a détectée et qui a prospéré. Et là, on reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur la trop grande homogénéité de notre système qui fait que les sorties de la pépite qui permettrait d'eux est difficile. En fait, un système d'allocation de fonds propres, c'est toute une chaîne. Et cette chaîne, comme toutes les chaînes du monde, elle a une force égale à son maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible, c'est le bout de la chaîne, en l'occurrence, c'est-à-dire cette capacité à absorber l'IPO j'invente les chiffres évidemment, de 5 milliards, de 10 milliards d'une boîte encore assez jeune. Les solutions, retraite par capitalisation, fonds de pension à la française, c'est ressasser, mais moi j'ai une conviction profonde que c'est quelque chose de juste essentiel. Développement, encouragement, j'ai envie de dire, de types d'investisseurs différents, qui ont des logiques différentes. Il y a relativement peu de ce qu'on appelle des family office en France. C'est dommage, ils ont une façon de penser, de raisonner qui est différente. La question des particuliers, évidemment, est essentielle. Pourquoi ? Parce que les particuliers, aujourd'hui, et tout à l'heure, André Masson parlait je ne sais pas s'il est encore dans la salle. Oui, il est là. Il parlait d'un travail qui avait été fait par l'AMF. J'ai l'impression que vous faisiez référence à ce que l'AMF appelle des enquêtes mystères. Voilà. Et il me semble qu'il y en a une sur le site de l'AMF qui montre que l'enquête mystère, c'est le client qui va voir son conseiller en disant qu'est-ce que vous me recommandez. Et il y en avait une qui était sortie il y a 2-3 ans, ou peut-être un peu plus d'ailleurs, qui était assez fascinante, qui était le fait que c'était systématiquement des fonds à capital garanti et des fonds à formule qui étaient proposés, avec l'argument qui est derrière, c'est la façon d'attirer les Français qui sont averses au risque vers le marché action. Alors certes, ça a la couleur de l'action parce que c'est lié au marché action, sauf que ça rapporte pas un centime à une entreprise, ça permet pas de financer en fonds propres, et puis in fine, le côté, vous êtes investi en action, mais vous avez, alors aujourd'hui avec les taux d'intérêt là où ils sont, le capital garanti c'est un peu plus difficile à fabriquer, mais le côté, je vous fais un produit tout packagé, c'est, j'ai envie de dire, philosophiquement contraire à ce que veut dire investir dans une action. Alors oui, ça a la couleur de l'action, mais je dois avouer, tout le monde n'est pas d'accord, et certains pourront s'opposer, le cas échéant, violemment à ce que je vais dire maintenant, mais je pense profondément que si les réseaux commerciaux que l'on comprend, parce qu'un réseau commercial, c'est motivé par une campagne, par un niveau de commissionnement, etc., etc. C'est normal, c'est comme ça que fonctionne le business.
à partir du moment où les réseaux commerciaux vont dire pour faire de l'action, venez sur mon produit à formule, mon produit à capital garanti, pendant ce temps-là, on ne va pas financer les entreprises, en tout cas en fonds propres. Donc ça, c'est quelque chose de absolument fondamental. Je vais m'arrêter là parce que j'ai épuisé mon temps. La question de la fiscalité, juste en 20 secondes. Bon, c'est un sujet énorme, donc en 20 secondes, je ne l'aborde pas, sauf pour dire deux choses. Premièrement, je pense que le plus grand problème de la fiscalité, c'est pas tant sa complication que son instabilité. Et que quand on investit, on a besoin de visibilité. À la limite, la règle, même imparfaite, si on la connaît, on va pouvoir s'adapter et travailler. J'ai une de mes collègues de l'Institut Friedland, qui est une fiscaliste, qui me disait qu'à certaines périodes, il y a presque un tiers du Code général des impôts qui est renouvelé annuellement. Bon, si je dis pas que c'est tout le temps comme ça, évidemment, à ce niveau-là, on ne sait plus rien prévoir. Donc cette instabilité est fondamentale. Après ça, d'un point de vue de la motivation de fond, j'aurais tendance, contrairement à d'autres personnes, à mettre la fiscalité pas au premier rang. Je pense que quand on investit et quand on entreprend, certes la fiscalité est importante, de la dire qu'on investit pour la fiscalité, j'en suis pas convaincu, mais à débattre. On va en débattre justement, mais peut-être avant ça, je vais me tourner vers Éric Chanet, donc, qui est conseiller économique à l'Institut Montaigne, anciennement chef économiste du groupe AXA. Donc, Éric, peut-être sur cette question justement, faut-il chercher ou non à influencer l'épargne des Français, ou faut-il au contraire se concentrer sur la question de leur offrir des produits qui correspondent à au cycle de vie et aux besoins de financement tout au long de la vie. Et là-dessus, Thierry Philippelin a mentionné la question de la retraite par capitalisation. Est-ce qu'on est là sur les questions effectivement plutôt du point de vue des individus? Est-ce que la fiscalité doit d'abord répondre, la fiscalité de l'épargne doit d'abord répondre à ces questions-là, ou bien doit-on chercher par la fiscalité de l'épargne à influencer finalement où va s'investir l'épargne des Français? Merci Vincent. Quel programme. Alors comme vous voyez sur cet écran ECO, c'est ma société de conseil, puisque je ne suis plus le chef économiste d'AXA et en pris ma retraite, mais je conseille en particulier l'Institut Montaigne et beaucoup d'autres institutions. Vincent fait écho à une discussion que nous avons eue où j'avouais que j'étais un peu gêné. J'étais très heureux que Jean Boissineau, dans le fond, se fasse écho de la même gêne, qui correspond à comment accueillir des mots comme « il faut canaliser l'épargne des Français », il faut la flécher, il faut qu'elle aille là, parce que nous, experts, savons où il faut qu'elle aille pour financer le long terme. Ça me gêne un petit peu. Ça me fait penser à ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire des sociétés industrielles, où certains États, certains gouvernements ont décidé de prendre l'épargne pour faire ceci ou pour faire cela, ou qui pourrait se passer à nouveau, d'ailleurs, si les programmes de certains candidats à notre élection se réalisaient. On prend l'épargne et on la met là où on veut. Et je trouve que, ne serait-ce que d'un point de vue économique, où on doit essayer de raisonner en termes d'équilibre général et pas d'équilibre partiel, donc il y a l'allocation de l'épargne, mais il y a aussi l'utilité de l'épargne pour les ménages. L'utilité de l'épargne, il y a une partie qui est liquide. Il y a des accidents dans la vie pour lesquels il faut avoir de l'épargne liquide. Inutile d'insister là-dessus. Et puis il y a une épargne qui consiste à assurer son revenu à long terme. C'est pas la peine d'aller chercher une théorie du cycle de vie ou l'hypothèse du revenu permanent. Les Français ne sont pas convaincus que leur système de retraite, par répartition avec une démographie changeante, est bien solide. Et donc, ils veulent épargner pour que leur niveau de vie futur, lorsqu'ils sont retraités, soit garanti. Et donc, il me semble que de ce point de vue-là, on aurait tort d'oublier l'impératif qui est que les ménages cherchent le meilleur rendement à long terme de leur épargne, cherchent à faire fructifier leur capital et qu'on ne saurait leur reprocher. C'est la bonne motivation pour épargner. C'est un point assez général, mais je trouve qu'il est important pour ne pas être trop unilatéral dans cette analyse de l'épargne.
le premier point quand même sur lequel je souhaitais intervenir, c'est est-ce que ça a vraiment du sens? Vous en avez débattu, je crois, dans le premier panel. Est-ce que ça a vraiment du sens de se poser la question, j'ai un pool d'épargne, une espèce d'énorme bourse d'épargne qui est le flux d'épargne des ménages français chaque année, 16% du PIB, c'est pas mal, et j'ai des besoins d'investissement de l'économie. Comment faire que A aille vers B? Alors que nous travaillons tous, dans la zone euro, à créer un marché des capitaux unique. Et que si on va vers, ce qui n'est pas encore le cas, mais quand même, on a fait quelques progrès dans cette direction-là, que si on va vers ce marché des capitaux unique, il n'y a aucune raison de se polariser uniquement sur comment faire pour que l'épargne des Français aille vers les bons financements de l'investissement en France. Non. Peut-être que l'épargne des Français serait bien mieux placée en Inde ou en Chine, si je reprends mon premier point de vue, qui est celui d'assurer le niveau de vie futur par un capital bien géré. Et en revanche, les entreprises françaises seraient probablement tout à fait heureuses de pouvoir accueillir les énormes excédents de la balance des paiements courants de quasiment tous nos voisins qui ont des régimes de fonds de pension. Souvent, on pointe le doigt vers l'Allemagne, qui a un excédent courant de 7% du PIB. Regardez, les Pays-Bas, c'est 8% du PIB. Le Danemark, c'est 5%, non, c'est 7% du PIB. La Suède, c'est 5% du PIB. Il y a peut-être un rapport entre les deux. Et donc, nous avons une manne d'épargne venant de pays de la zone euro ou de pays très proches, dont il faut se demander comment attirer cette masse d'épargne, qui est bien plus importante que la masse d'épargne des Français, vers le financement des entreprises françaises, que ce soit en fonds propres ou que ce soit en dette. C'est déjà très largement le cas pour ce qui est de la dette. Pour ce qui est de la dette, c'est environ 50%, plus que ça pour les sociétés non financières, un peu plus que 50% seulement pour les sociétés financières, qui est souscrit, je parle des titres de dette, par des non-résidents. Et donc il faut vraiment se placer dans ce cadre-là, et il me semble dans ce cas-là que la question qu'il faut se poser, c'est pas tant quels tuyaux mettre, quelles incitations créer, que comment rendre nos entreprises attractives par le financement de l'ensemble des épargnants, que ce soit les épargnants français, que ce soit les fonds de pension allemands, que ce soit les fonds de pension américains, que ce soit les fonds de pension suédois, etc. Et ceci nous ramène à un problème de compétitivité et de rentabilité future. À ce sujet-là, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que le marché boursier, j'ai beaucoup aimé ce que disait Thierry Philippona, mais le marché boursier, par définition, essaye d'intégrer le plus possible les nouvelles futures. Donc le marché boursier essaye de nous donner, enfin il n'essaye rien du tout d'ailleurs, mais il nous donne de fait une vision du futur, plutôt qu'une vision du passé, même si, pour prévoir le futur, comme tout le monde, on se fonde sur le passé. Donc nous devons plutôt nous poser la question de comment rendre notre économie attractive. Et de même que le maillon faible peut être à la fin de la chaîne, entre l'épargne et l'investissement, il peut être aussi au début. Au début, au sens où nos entreprises sont-elles attractives? Sont-elles suffisamment attractives? Et ceci est une question de structure de l'économie, plus que de moyens de l'allocation de l'épargne. Ça a évidemment un rapport avec la fiscalité qui est un petit peu le grizzly qui se balade dans le magasin ou dans le joli salon de notre discussion. Puisque nous devons faire avec la situation telle qu'elle est, on doit quand même se poser la question de l'orientation de l'épargne vers le long terme. Alors, ce qu'on aime bien appeler les mains longues dans le jargon. Alors, j'ai travaillé pendant longtemps pour AXA. J'en parle librement maintenant, puisque je ne suis plus chef économiste d'AXA. Mais il y a quand même un paradoxe, qui est que les intermédiaires, que sont en France essentiellement les assureurs, et en Europe en général, les assureurs et les fonds de pension, sont, pour des raisons prudentielles dont on comprend les buts, et réglementaires, forcés d'investir à court terme. Les grands assureurs avaient 25% de leurs actifs en actions il y a 20 ans. Maintenant, c'est 3%. Les plus courageux vont jusqu'à 4%. Et ce n'est pas parce que, tout d'un coup, les actions seraient devenues moins attrayantes à long terme. La duration du passif n'a pas changé, fondamentalement.
Et l'adéquation entre l'actif et le passif s'est faite beaucoup plus en faveur de la dette que des actions. Et ceci a été très fortement encouragé par la réglementation en général. Nous le savons tous, que nous avons un système fiscal qui encourage beaucoup plus l'investissement dans la dette que dans les fonds propres que sont les actions. Tout le monde dit qu'il faut le changer, mais personne n'ose le faire, parce que si un jour on annonce, par exemple, qu'il y aurait des haircuts potentiels plus importants sur les dettes de certains pays, selon l'opinion qu'en ont les marchés, ceci pourrait provoquer un run. Donc on sait que c'est difficile, et pour cette raison-là, on ne le fait pas. Donc je trouve que là, il y a un peu un paradoxe à vouloir allouer l'épargne vers le long terme, tout en obligeant les intermédiaires qui, naturellement, en raison de la duration de leur passif, devraient investir à long terme à ne pas le faire. Alors pendant qu'on en est aux contradictions, je ne peux, là, je ne vais pas m'appesantir, parce que Thierry l'a très bien dit, mais si on veut vraiment avoir de l'investissement de long terme en fonds propres, eh bien, il faut avoir des fonds de pension. On en a un qui marche bien en France, qui est bien géré, c'est les FARP. Oui, c'est réservé aux fonctionnaires. Ça fait partie des paradoxes de notre pays. Mais où les gens qui gèrent cette épargne se posent véritablement la question du long terme et aussi d'ailleurs la question de la transition énergétique. Pour en avoir discuté avec eux, ils considèrent qu'il y a là des risques pour l'épargne qui doivent être pris en compte. Et donc, continuer à considérer qu'on ne peut rien changer au système de financement des retraites, si ce n'est d'un point de vue métrique ou d'un point de vue d'équité entre les différents régimes, toute réforme qui serait tout à fait bienvenue, sans se dire il n'y a pas de ferme qui se soit refermée dans le passé, de porte qui se soit refermée dans le passé, et maintenant c'est terminé, on ne peut plus chercher à avoir un étage du financement des retraites qui soit des fonds de pension. Si vous dites fonds de pension, c'est mal vu en France. Si vous dites par capitalisation, c'est encore pire. Donc je ne sais pas comment il faut les appeler. Peut-être les EFARP, un nom que personne ne comprend, peut-être que ça passerait mieux. Mais il ne faut pas y renoncer parce que c'est bien là que se fera le financement à long terme, au caveat près que si les fonds de pension sont soumis au même régime prudentiel réglementaire que les assureurs, eh bien, ça ira surtout dans de la dette et pas beaucoup aux actions. Alors, j'ai juste un dernier point qui est sur le financement de la croissance à vraiment long terme, où là, je ne suis pas sûr que l'épargne puisse le faire. La croissance à vraiment long terme, c'est avant tout l'innovation. Alors, il y a l'innovation technique, technologique, les deux choses sont assez similaires, pour laquelle le financement des entreprises est crucial. Des choses très importantes ont été dites là-dessus. Le capital risque en France, ça ne marche pas si mal que ça. Le private equity, ça ne marche pas si mal. Il nous en faut plus. Il faut enlever des obstacles. On sait très bien qu'un des grands obstacles, c'est quand même, pour reprendre la problématique dont parlait Thierry Philippona, c'est est-ce que ça vaut le coup de viser une fortune de 500 milliards d'euros en France ? Bien sûr que non. Ça serait complètement absurde puisqu'il n'en resterait rien. Et donc, il n'y a pas de dingue en France qui se disent « je vais aller coloniser Mars, la planète Mars », avec des fusées dont vous remarquerez qu'elles sont plus efficaces que celles qui ont été développées par la NASA. Donc, on ne peut pas en avoir pour des raisons très fondamentales de fiscalité. Mais si on veut financer la croissance à très long terme, c'est la recherche fondamentale. Et là, je ne vois pas comment canaliser l'épargne vers la recherche fondamentale, parce que le rendement est extrêmement élevé, mais à très long terme. Quand la théorie des groupes a été développée au XIXe siècle pour résoudre des problèmes absurdes du genre est-ce qu'on peut résoudre l'équation du 5e degré avec des formules ? Réponse non, Galois développe la théorie des groupes pour cela. Il a créé les conditions de la mécanique quantique d'aujourd'hui. Quand Einstein a écrit son incroyable papier en 1915 sur la relativité générale, il a permis à nos GPS aujourd'hui de fonctionner. Et pour arriver au 31 rue de la Croix des Petits Champs, vous utilisez sans savoir les équations de la relativité générale. Vous ne financerez pas la recherche fondamentale par une bonne allocation de l'épargne. Mais par contre, il n'est pas interdit d'être intelligent pour financer la recherche fondamentale. J'en parle puisque on veut parler du financement de la croissance. Il y a quelque chose qui marche bien en Europe, c'est même pas la zone euro, et c'est même plus large que l'Union européenne. Ça s'appelle le Conseil européen de la recherche, European Research Council. Tous les chercheurs connaissent ERC, ils distribuent à peu près 2 milliards d'euros de financement de la recherche fondamentale sur la base uniquement de la qualité et de l'excellence des projets, pas du tout de la nationalité. Et oui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui se plaignent parce que la recherche n'est pas de très bonne qualité chez eux. Le travail est formidable, les résultats
en termes de financement de l'innovation scientifique sont à la hauteur des espoirs. Et 2 milliards, c'est pas grand-chose, 2 milliards par an. Et Jean-Pierre Bourguignon, qui en est aujourd'hui le président, s'arrache les cheveux à peu près à chaque fois qu'on renégocie le budget européen en se disant « est-ce qu'ils vont nous laisser quelque chose ?» Et on sait très bien que lorsqu'il y a des problèmes budgétaires, on en aura de plus en plus, avec l'Angleterre qui sort de l'Union européenne. Est-ce qu'elle sortira du financement de l'IRC? C'est un sujet intéressant, je ne vais pas en parler maintenant. Est-ce qu'on aura encore un budget? Si l'IRC était doté d'un capital, qu'il faudrait qu'il soit de l'ordre de 100 milliards d'euros, pour pouvoir assurer ces 2 milliards de financement par an, eh bien la situation serait radicalement différente. Là, on pourrait non pas y réfléchir en termes d'allocation de l'épargne, mais dans le fond, ça y revient un petit peu en se posant la question, est-ce que ce ne sont pas aux États d'abonder le Fonds européen pour la recherche, qui n'est malheureusement pas un fonds, mais encore un conseil. Vous savez bien que pour les universités américaines, le problème est réglé, et ceci est une conséquence de la taxation de l'héritage aux États-Unis, qui étant tellement élevée, et du fait qu'aux États-Unis, on peut accumuler d'énormes fortunes, ce qui fait que Harvard a un endowment qui ferait rêver aujourd'hui notre European Research Council, qui est pour une zone très grande, puisqu'elle inclut aussi Israël et la Suisse. J'en reste là, c'est un de mes dadas, le financement de la recherche fondamentale, mais je voulais le partager avec vous parce que c'est la vraie croissance à long terme. C'est un vrai sujet qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui. Effectivement, le financement de la recherche, parce que au-delà de tous les sujets, enfin, on l'a abordé avec la transition énergétique, mais le financement des innovations de rupture, le financement du capital risque, tout ceci est bien dans le sujet du jour. Mais il y a le financement des PME, les fonds propres. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes chef d'entreprise d'une TPE. Vous êtes aussi président en fait de la commission de finances de la CPME. Donc ces questions, vous les connaissez bien. Comment vous dressez le constat en France aujourd'hui du financement des PME et notamment de la manière dont l'épargne des Français ou alors l'épargne finalement globale peut venir aider les PME à devenir des ETI, à grandir, à apporter les projets innovants qui vont faire l'économie de demain? Oui, merci Vincent et merci la Banque de France et Jacques Fournier pour cette invitation. Je crois qu'il est important effectivement d'entendre un peu la voix des PME dans le contexte d'investissement de long terme. Les PME, ce sont des entreprises comme les autres et il ne faut surtout pas opposer les grandes entreprises et les PME. Elles travaillent ensemble et elles travaillent ensemble pour faire en sorte que notre économie soit plus riche et aussi pour qu'il y ait de l'emploi. Parce que l'intérêt d'avoir du financement de nos entreprises, c'est aussi de créer des emplois et des emplois dans les territoires. Si vous me permettez, c'est aussi ça qui est important. Et j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que je viens d'entendre, parce que ce qui me semble important pour nous, entreprises, c'est de dire que l'investissement de long terme, alors qu'aujourd'hui, je regarde attentivement les chiffres de la Banque de France, et ils sont toujours très précis et de plus en plus ouverts, il n'y a pas vraiment de problème de financement des entreprises à court terme. Il y a des entreprises qui ont des problèmes de financement, mais il n'y a plus de problème de financement des entreprises. Alors, ce problème de l'investissement de long terme nous parle parce que c'est peut-être évoquer d'abord la confiance. Et quand vous n'avez pas de confiance, un entrepreneur, il n'investit pas. Et ça, surtout quand c'est une PME. Il y a aussi, si vous me le permettez, et c'est aussi vrai pour un ménage. Pourquoi on met de l'argent de côté chez son assureur ou auprès de son banquier? Ça vient d'être dit brillamment, pour pouvoir demain, en cas de problème, l'utiliser. Le deuxième point qui me semble important, c'est la sécurité. Parce que quand vous n'avez pas de sécurité financière, eh bien, tout simplement, vous n'avancez pas. Vous restez dans le placard, ce n'est pas la peine de canaliser. Vous restez au même endroit. Et surtout, vous faites même des pas en arrière parce que les autres avancent. Donc la sécurité de l'investissement, la sécurité aussi de l'investissement dans nos entreprises, c'est fondamental et ça, il faut le sécuriser pour les épargnants. Troisième point, c'est ce qui me semble être transcendant de l'ensemble de nos échanges, en tout cas de mon discours, c'est qu'il n'y a pas d'investissement si on ne donne pas un sens aujourd'hui à l'investissement
pour le développement dans les territoires et pour le développement de notre économie. Et là, je serais peut-être un petit peu de l'autre côté du Rubicon qu'Éric Chanet, parce qu'il me semble, moi, que l'État doit avoir un rôle prédominant, non pas pour dire où on doit aller, mais pour faire des choix. Et pour faire des choix qui sont importants pour nos entreprises, parce que nos entreprises ne sont pas suffisamment sachantes pour pouvoir voir à 10, 15, 20 ans dans un contexte mondialisé, dans un contexte européen. Le Commercial Market Union est très complexe et je peux vous assurer que j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup travaillé, c'est toujours aussi compliqué pour moi. Imaginez un patron de PME. Alors bien entendu, lorsqu'on est au Trésor ou à Bercy, on a un certain nombre d'informations, mais ça c'est aussi important pour nous d'avoir ce, comment dirais-je, ce sens à l'épargne que nous voulons donner. Et c'est pour cela peut-être qu'il faut penser différemment le financement des entreprises. Alors pour ça, j'avais, si vous me le permettez, trois points différents. Tout d'abord, pour sortir d'un certain nombre d'idées reçues. Le dernier baromètre CGPME-KPMG nous révèle que 31% seulement de nos PME ont des besoins d'investissement. Ce qui prouve que ce n'est pas exceptionnel, c'est même très mauvais, ce qui nous préoccupe, et c'est un chiffre qui n'a jamais été aussi bas depuis 2009. Donc toujours ce problème de confiance, de sécurité et éventuellement de sens. Il y a aussi, ça a bien été révélé par les derniers chiffres de la Banque de France, une légère évolution de nos taux de marge pour nos entreprises, mais encore le taux de marge qui progresse n'est pas pour les entrepreneurs la perception d'une excellente rentabilité ou d'une meilleure rentabilité. Et quand vous n'avez pas ce sentiment de bonne rentabilité, vous n'investissez pas, vous ne faites pas de progrès, vous ne regardez pas, vous n'exportez pas. Il suffit de voir les chiffres un peu étonnants et même, comment dirais-je, catastrophiques de notre balance. Enfin, je crois qu'il faut à nouveau de la confiance et il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités en disant, et ça a bien été évoqué par Morgane tout à l'heure, c'est de dire qu'il faut aussi avoir des choix, et des choix de filière. Et ça, pour nous, c'est important. Il faut faire aussi des choix, et nous l'avons dit il y a quelques années, que nous étions extrêmement favorables au financement de nos PME par le marché. Nous avons demandé la création des fonds Novo, Nova, Novi. Et ça, c'est aussi important de demander à nos PME de s'ouvrir au capital extérieur. Nous sommes pour la titrisation. Encore faut-il que les titres que nous émettons aient une valeur. Quel intérêt d'avoir un titre s'il n'a pas de valeur marchande? Quel assureur pourrait l'acheter? Personne. Et donc, des épargnants, encore moins. Donc ça, c'est très important pour nous. Et si on devait peut-être tirer des plans pour dire il faudrait aller dans telle direction, et ce n'est pas uniquement une canalisation, ce n'est pas, comment dirais-je, une voie unique, ce serait de dire, bien entendu, aujourd'hui nos PME ont besoin d'avoir des fonds supplémentaires pour l'investissement dans la transition numérique, ça c'est fondamental, la transition énergétique, vous l'avez évoqué justement, mais aussi les services. N'oublions pas que les services, c'est ce qu'il y a de plus facilement délocalisable aujourd'hui. Alors moi je veux bien qu'on ait, comment dirais-je, affaire à des entreprises qui sont à l'autre bout du monde. C'est des appels que l'on reçoit tous les jours, qui viennent de l'autre bout du monde. Est-ce que ça apporte à notre économie? Est-ce que ça apporte à nos salariés? Est-ce que ça donne du sens à nos investissements de proximité? Non. Ça aussi, pensons-y, disons-le. Et puis il faut toujours soutenir ce qui fait partie de notre vaisseau amiral, c'est notre industrie du bâtiment et notre industrie plus générale. Il y a aussi de la petite industrie, il y a aussi de la mécanique, il y a aussi de l'industrie automobile avec une réflexion, reconnaissons-le, sur les mobilités durables. Nous nous plaignons de ne pas pouvoir circuler dans nos villes, encore faut-il donner à nos industriels les moyens d'y réfléchir et à nos entreprises les moyens de pouvoir acquérir de nouvelles modes d'énergie. Alors, vous savez, la CPME a parfois des marottes, et heureusement qu'elle en a, parce que ça s'appelle même des idées fixes, mais à force de les répéter, parfois on fait mouche.
Alors je sais que dès qu'on parle de niche, on a tendance à comment dirais-je, avoir un peu d'urticaire, surtout du côté de Bercy. Mais comment dirais-je, Jean Boissineau est quand même vacciné depuis le temps que l'on se connaît, et j'ose dire depuis qu'on s'apprécie. Mais je voulais juste rappeler que nous ne demandons pas de niche supplémentaire. Non, ce ne serait pas sérieux. Je crois même que ce serait même inconvenant dans la période que nous vivons aujourd'hui. Cependant, avec un peu d'humour, en entendant les exposés et surtout les deux panels tout à l'heure, j'ai pensé à un mot de Macbeth qui dit « Les visibles dangers nous créent moins d'effroi que les terreurs imaginaires ». Donc je voulais rassurer bien entendu Bercy et le Trésor pour leur dire que la CPME ne demande pas de nouveaux, comment dirais-je, et de nouvelles niches. Néanmoins, nous sommes toujours très attachés à une réduction de l'impôt société. Et vous l'avez bien vu, certains candidats au présidentiel le reprennent. Enfin, nous avons peut-être un peu d'écho dans ce que nous faisons vers le réinvestissement en fonds propres de nos entreprises. Ça a été rappelé par chacun d'entre vous. Il y a toujours cette évolution un petit peu critique de nos fonds propres et c'est une de nos faiblesses, même si ça s'améliore. Donc, réinvestissement d'une partie de l'impôt société avec... pourquoi pas un allègement fiscal, c'est ce que nous demandons depuis un certain nombre d'années. Et puis, pour être un petit peu plus précis, il me semble aussi qu'il me semble important de faire en sorte de donner du sens avec de l'investissement de proximité. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je voudrais, sur lequel je voudrais insister. Nous sommes un certain nombre sur cette estrade à parler d'engagement responsable, de responsabilité sociétale. Thierry, comme moi et comme d'autres, nous essayons de le faire. Et c'est important de dire qu'effectivement, avec aujourd'hui la montée du crowdfunding, de voir que nos entrepreneurs sont déjà très attachés à communiquer sur ce qu'ils font. Et ça, c'est nouveau. Ils n'ont pas forcément peur de dire et de montrer leur process, mais que peut-être aussi nos investisseurs privés ont besoin de savoir où va leur argent et où va leur argent et surtout à quoi ça sert. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est peut-être nouveau. Ce n'était pas le cas auparavant. On mettait un peu de capital tous les mois, je parle pour les plus modestes d'entre nous, sur une police d'assurance. Mon métier, c'est assureur, excusez-moi, nul n'est parfait. Et puis, effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, on essayait de le reprendre et on attendait surtout le plus longtemps pour éviter d'avoir une fiscalité trop lourde. Or, depuis un certain nombre d'années, pour des raisons budgétaires, le rabot est passé. Et ce n'était pas pour l'artisanat d'art, c'était tout simplement pour améliorer nos finances publiques. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être redonner un petit peu à la fois de sens et d'intérêt à mieux réorienter l'épargne vers un engagement de proximité. Enfin, il faut peut-être avoir le courage de le dire, et j'en terminerai là, c'est qu'il n'y a pas de produit miracle en faveur de l'investissement de nos entreprises par les particuliers ou les investisseurs privés. Ce serait trop facile, et si un tel produit ou de tels produits existaient, depuis longtemps, ils auraient été mis en place par le génial inventeur qui aurait fait des profits maximum. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une palette de financement. Il faut simplement réorienter une partie de l'épargne vers nos entreprises afin de leur permettre d'obtenir une nouvelle dimension, et je relis, dans un cadre de développement territorial, la région étant aussi l'Europe. Merci. Merci. Je vais tout de suite ouvrir pour les questions de l'audience, parce que nous avons dépassé un petit peu le temps imparti à ces introductions liminaires. Donc je vous invite à me faire signe et puis donc à vous présenter, à essayer de garder vos questions les plus courtes possibles. Et vous avez un micro dans votre accoudoir. Oui, monsieur. C'est bon? Ça marche. Ça marche. Oui, bonsoir, merci. Alors d'abord, merci pour les intervenants. Ensuite, je pense qu'un des problèmes dans ce pays, c'est qu'on manque d'innovation
Et on manque d'upgrading sur les produits. La raison pour laquelle l'exportation ne marche pas bien, c'est aussi parce qu'on a des produits qu'on vend trop cher par rapport à la qualité produit qui est offerte. Il y a un secteur où en fait il y a beaucoup d'innovation et de bons rapports qualité-prix, c'est le secteur des startups. On n'a pas tellement parlé des startups, mais ce qu'on voit, il y a un gros problème sur les startups, c'est que pour faire du scale-up, les startups partent à Boston, elles partent dans la Silicon Valley, enfin elles partent elsewhere. Pourquoi et que fait-on ici? Comment régler ce problème? Quelle est votre position? Merci. Donc le financement du capital risque et notamment pour la croissance des startups qui réussissent. D'autres questions peut-être avant bon, le temps que vous réfléchissiez à vos questions, moi je vais en poser une. Ah, je vois monsieur, allez-y, monsieur Youssoupov, si vous pouvez vous présenter également. Dominique Chauvin, prospectiviste. Pardon. Le mot rentabilité a été évoqué, et c'est monsieur Éric Chanet qui l'a prononcé, avec la notion d'économie, d'attractivité de l'économie qui, par voie de conséquence, draine le financement. Et le paradoxe qu'il a aussi évoqué, c'est que les investissements de très très long terme peuvent offrir des grands rendements. Et du coup, la question que je voulais poser, c'est précisément celle de la prospective. Il a été évoqué le mot de choix de filière, il a été évoqué l'orientation, l'engagement, bon, transition énergétique. On sait très bien que ces sujets-là sont des sujets complexes. Et même, j'irai plus loin, sont des sujets paradoxaux, où quelquefois les solutions de surface ne sont pas les bonnes, et qu'il faut regarder dans la complexité du système pour mieux connaître, comme le font, je dirais, cette petite élite des chercheurs de très long terme, qui vont chercher les sujets d'après-demain. Et la question, c'est justement comment faire passer d'une façon plus transparente ces notions de prospective à un public beaucoup plus large, de façon à ce que l'épargnant soit plus orienté vers ses choix. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est une cacophonie terrible, y compris parmi les candidats à la présidentielle. Le débat sur l'énergie qui a eu lieu en France, de mon point de vue, n'a pas été un débat à la hauteur du problème. Et donc, on voit bien qu'il y a une dimension de fond qui n'est pas résolue, qui est de comprendre ce qui se passe et donc faire de la prospective pour pouvoir orienter des choix collaboratifs quelque part qui puissent donc rendre un peu plus d'intelligence au système. Et pour mettre une petite critique, et vous m'en pardonnerez, il n'y a pas d'endroit en France où on fait de la prospective. France Stratégie a malheureusement gommé le mot prospective de son logo, ce qui est infiniment regrettable. Merci. Alors, une petite réaction quand même. La prospective à France Stratégie fait partie de nos missions. Nous avons une mission d'anticipation des enjeux pour le pays et nous nous attachons à remplir cette mission. Alors peut-être d'une manière différente de celle qui prévalait jusque-là, mais la discussion, y compris aujourd'hui, montre qu'on s'intéresse aux enjeux du pays à long terme et notamment du financement de la transition énergétique et d'autres questions de ce type. Mais sans faire plus long là-dessus, peut-être demander à Jean Boissineau une réaction sur la question du financement du capital risque et notamment de la croissance des startups qui réussissent. Et peut-être, moi j'interprète la deuxième question aussi comme la question de comment faire pour que les épargnants aient l'information relative à leurs propres objectifs en fait non financiers. Donc lorsqu'ils choisissent des produits financiers, on sait qu'ils sont de plus en plus sensibles aux questions de la responsabilité des entreprises, aux questions de la durabilité de la croissance, et ils souhaitent que de plus en plus que les produits financiers qu'on leur vend intègrent ces caractéristiques. Comment faire en sorte pour que l'information qu'on leur communique de ce point de vue-là soit la bonne et qu'ils fassent le choix dans des bonnes conditions? Deux questions, peut-être Jean peut commencer, et puis ensuite il y aura d'autres. J'espère que je ne serai pas tout seul. Sur la question de ces startups, je reprendrai le raisonnement là où
Thierry l'a laissé tout à l'heure en disant qu'on avait un sujet qui était davantage un sujet de demande qu'un sujet d'offre sur ces questions de financement. Je pense que c'est vrai pour une partie, mais la question que vous posez, c'est appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire que quand ça se passe, elles partent. Et là-dessus, il y a, à mon avis, une multitude de facteurs. Il y en a qui sont liés au fait probablement que dans certaines économies comme la France, on est suffisamment grand pour faire ses premiers pas, mais finalement trop petit pour devenir vraiment très très grand, et que même si c'est pas vrai, parce que on voit des patrons de start-up penser tout de suite à l'échelle du marché unique, à l'échelle de l'Europe, quand même, il y a cette espèce de premier pas. Si on veut viser grand, il faut viser européen tout de suite. Ça peut faire partie, je veux dire, cette accoutumance de raisonner français peut faire partie de cette attractivité vers d'autres financeurs qui penseraient tout de suite le sujet à cette échelle-là. Mais peut-être plus fondamentalement, pour reprendre un point que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, il me semble qu'il y a là-dessus un sujet de fond, enfin de fond, de taille de fonds de private equity, pardon. Dans le sens où, et alors c'est un peu la poule et l'œuf, mais pour accompagner une entreprise de cette taille-là, il faut un gros investissement. Pour être capable de faire un gros investissement, compte tenu des objectifs et de la nécessité de diversifier à l'intérieur du fonds, il faut un gros fonds. Et pour avoir un gros fonds, il faut un long track record, il faut être capable d'avoir des institutionnels qui sont prêts à mettre à souscrire une part significative du capital du fonds. Enfin, tout ceci pour dire, et je rejoins la question qui planait, on n'a pas exactement peut-être les investisseurs institutionnels dont on a besoin pour ça. Voilà. À la fois en termes d'horizon de gestion et en termes de taille. De ce point de vue-là, le morcellement, aussi bien au niveau de la gestion qu'au niveau des fonds, ça peut contribuer à créer des problèmes. Sur la question qui était la question de Vincent, qui est à mon avis un petit peu différente, comment fait-on pour que les gens voient la partie extra-financière de leurs investissements? Alors, moi, je suis toujours un peu mitigé sur cette question. Mitigé parce que c'est probablement très bien que s'exprime une demande sociale à travers l'investissement, mais mitigé parce qu'il ne faudrait pas que cette demande sociale, cette demande sociale, c'est le premier moteur du greenwashing, pour prendre la question de l'environnement. Et donc il y a vraiment une ligne de crête à aborder. Et si on essaie de réfléchir à l'échelle du système financier en général, toujours en ayant en tête les besoins des ménages, je pense qu'une manière de rester sur la ligne de crête, c'est viser au maximum une démarche d'intégration. De faire en sorte qu'on ait des investisseurs institutionnels, par exemple, et des gérants qui ne se limitent pas à réfléchir au trimestre suivant sur la base des comptes qui vont être publiés. C'est certainement très bien, mais c'est probablement pas très fort. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste citer le patron d'un Hermes, enfin un asset manager britannique qui fait de l'intégration ESG depuis probablement 25 ou 30 ans, qui me disait un jour, je fais pas ça parce que je suis convaincu, certes je suis convaincu, mais ça fait 25 ans que je bats le marché, je fais de l'alpha, et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et moi je suis persuadé que le véritable enjeu, c'est celui de l'intégration, et qui dit intégration dit comment fait-on pour pousser les investisseurs, les gérants, à se poser des questions. Et je reviens sur un débat qu'on a eu. Moi, je pense que la puissance publique ne sait pas tout. Je pense qu'elle peut fournir un cadre stratégique. Mais je pense que, et je reprends ce qui a été fait dans le cadre de l'article 173 pour les investisseurs institutionnels et les gérants, ce que la puissance publique a essayé de faire, c'est obliger les gens à s'asseoir et réfléchir un quart d'heure ou une demi-heure. Qu'est-ce que je veux intégrer? Comment je fais pour l'intégrer? Voilà. Ça me semble être la clé. Mais peut-être juste à partir du moment où l'article 173 donc, de la loi de la transition énergétique pousse à faire la transparence sur le portefeuille des institutions financières en fonction de justement des objectifs de la transition énergétique, est-ce que la proposition de 2 Degrees Investing Initiative dans le rapport donc publié aujourd'hui, qui serait de faire évoluer peut-être la fiscalité de l'épargne en fonction d'un score où chaque euro est investi, puisqu'on va avoir cette information en fait des portefeuilles investis en fonction des objectifs
de la transition énergétique, mais on pourrait y mettre des objectifs autres de long terme, notamment le financement du capital risque. Est-ce que cette idée de faire évoluer la fiscalité pour mieux tenir compte d'un score sur où chaque euro placé est finalement investi, est-ce que c'est quelque chose, alors bien entendu pas du jour au lendemain, est-ce que c'est quelque chose qui à terme, 10 ans, 15 ans, peut représenter un programme pour faire évoluer la fiscalité de l'épargne en France? Alors moi je ne suis pas comme monsieur tout à l'heure un prospectiviste, donc 10 ans ou 15 ans c'est un tout petit peu trop long pour moi, notamment je ne sais pas où les capacités technologiques nous auront emmenés à ce moment-là. Je veux dire, en revanche, peut-être deux choses là-dessus. La première, c'est je ne voudrais pas qu'il y ait une méprise sur ce que c'est que l'article 173. L'article 173, il ne fait pas une transparence sur les portefeuilles. L'article 173, il fait une transparence sur une démarche, sur les objectifs qu'on se fixe, sur la manière dont on gère des risques. Et c'est non seulement l'objectif, mais c'est aussi comment j'y réponds et quel résultat ça produit. Et je ne suis pas certain que ça soit suffisamment quantifiable pour se prêter à cette approche fiscale. Et ça renvoie à une question qui est une question beaucoup plus fondamentale. Je pense qu'il ne faut pas oublier que quand on fait de la fiscalité, on n'est jamais dans le monde du first best. Jamais. On est toujours en information incomplète. Je me souviens d'un papier de Mankiw, il me semble, qui expliquait, je fais 1m92, donc je me suis senti très concerné, qui expliquait qu'il fallait taxer les grands, parce qu'on voyait, on avait une sorte de corrélation entre la taille et le revenu. Et en fait, c'était jamais que, encore une fois de plus, c'est comment est-ce que je fais pour observer quelque chose qui est pas observable. Bon, moi, je pense que j'ai absolument rien fait pour être grand, ou alors je blâme mes parents. Mais voilà, la fiscalité, c'est vraiment toujours quelque chose qui est fait en univers imparfait, et c'est toujours quelque chose dans lequel on aura forcément une forme de manipulation de l'information sur laquelle on écrira la fiscalité. Donc je me méfie beaucoup de l'overachievement dans ce domaine, et je pense qu'il vaut mieux chercher à être simple et robuste plutôt que absolument parfait, très compliqué et finalement, comment dirais-je, assez vite inefficace parce que le système aura été contourné. Alors une réaction peut-être de Thierry Philippona et puis ensuite Éric Chanet aussi, vous voulez réagir? Oui, deux points. D'abord sur la question des startups, pour reprendre le point de Jean, mais en allant encore un peu plus loin. Le ticket moyen du capital investissement en France, c'est 5 millions d'euros. L'innovation de la start-up, c'est, pour la résumer de façon caricaturale, c'est l'expression anglaise « born global ». Il faut être global tout de suite. Pour être global tout de suite, le ticket de capital risque, ça va être 100 millions, 200 millions, 300 millions, sachant que le capital risqueur, il a comme objectif de multiplier sa remise par 10 ou par 20. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui va avoir du succès, mais il y en a 10 qui vont échouer. Donc s'il va avoir une rentabilité correcte, il faut qu'il y ait un gros potentiel. Vous faites 200 millions x 20, ça veut dire qu'il faut qu'il puisse sortir à 4 milliards, et il faut donc qu'il ait un marché qui absorbe 4 milliards potentiellement. Retour à ce que je disais tout à l'heure, où quand on a un marché qui est trop homogène, il n'a pas la capacité à absorber ces 4 milliards dans mon exemple. Donc l'entrepreneur qui se dit « moi je veux avoir un projet comme ça », il va sur un marché où il y a ce potentiel. Et fondamentalement, c'est ça. Sur le sujet de l'offre de produits, alors que ce soit des produits dits investissement responsable, RSE, mais plus généralement en fonds propres, j'ai une grande conviction qui est que les produits financiers aux particuliers sont des produits qui sont dans 10% des cas, pour ne pas dire 99, offerts mais pas demandés. Des particuliers qui viennent voir leur banquier en disant « je veux tel produit financier », bon il y en a quelques-uns dans cette salle, probablement un peu plus que 1% ou 10%, mais en moyenne dans la population, les gens, quand ils peuvent exprimer un besoin, c'est déjà bien, et puis le banquier leur dit « tiens, j'ai tel produit pour vous ». Voilà. Sur le sujet de l'investissement responsable, il y a un sondage fait tous les ans par Vigeo et par le FIR que j'ai l'honneur de présider, qui, l'année dernière, a montré que 8% des Français savent ce que c'est que l'investissement socialement responsable. 8%. Et dans ces 8%, il ne faudrait pas pousser trop loin pour une définition à peu près stricte. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, si on dit aux gens, est-ce que vous voulez une épargne responsable? Oui, le mot est sympathique, donc ils disent oui, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Et là, il n'y a plus grand monde.
c'est le même sujet, j'ai presque envie de dire philosophique que ce que je disais tout à l'heure sur les fonds propres. C'est-à-dire que si le conseiller dit à l'épargnant, tiens, pour investir en bourse, faites donc un produit à formule ou à capital garanti, c'est la façon de faire de l'action sans prendre de risque, ah ben c'est formidable, je prends, eh bien les fonds propres des entreprises ne seront jamais alimentés. Et sur le sujet de l'investissement responsable, c'est la même chose. Donc on a un vrai sujet de mettre ces questions-là, que ça soit convaincre les épargnants d'investir dans des produits actions fondamentalement, a fortiori avec des couches d'intégration RSE, investissement socialement responsable ou des choses assimilées, on a un vrai sujet des réseaux commerciaux qui vont pousser un produit, parce que la distribution de produits d'épargne, c'est du push, c'est pas du pull. Éric Chanet, une réaction sur ces deux questions peut-être ? Bref, sur l'ensemble des questions. Mais je voulais dire un mot de la prospective. Je crois effectivement que c'est très important d'apporter à la population, c'est presque une question de création de biens publics au sens économique. Je me méfie énormément de la prospective. Regardez par exemple aujourd'hui les grandes entreprises qui fabriquent des cuves nucléaires, elles sont toutes en faillite. Areva est en faillite, Westinghouse est en faillite, Toshiba est en faillite. Pourtant, c'était la bonne solution telle que on pouvait le penser en termes de prospective il y a 15 ou 20 ans pour les rares personnes qui, à l'époque, se posaient le problème de la conséquence de l'augmentation de la densité de gaz à effet de serre. Un autre exemple, il y a des conséquences inattendues d'une mauvaise fiscalité. On a en Europe continentale, mais en Angleterre aussi, toujours favorisé le diesel par rapport à l'essence. Résultat, ce sont les Japonais qui ont créé une filière qui maintenant est extrêmement rentable, l'hybride. Je rappelle qu'un litre de diesel produit 15% de plus de CO2 qu'un litre d'essence, sans parler de tout ce qui empoisonne les poumons des personnes fragiles. Donc, il y a... je suis un petit peu réticent sur l'idée d'une prospective déterministe. En revanche, offrir des scénarios, c'est probablement beaucoup plus sûr, mais pour que ceci marche, à mon avis, il faut élever le niveau scientifique de la population. Et vous observerez qu'en France, ce n'est pas le cas de tous les pays, le niveau scientifique de la population chinoise, coréenne, japonaise, augmente à une vitesse faramineuse. Les gens commencent... Vous parlez du calcul des variations, il y aura plus de Chinois qui savent ce que c'est que de gens en France, où le classement PISA décroît, etc. C'est absolument désolant parce qu'on peut faire avaler ce qu'on veut en termes de fausses prospectives à des gens qui ont une culture scientifique, la science fait partie de la culture, qui est trop basse. Alors, deuxième élément à ce sujet-là, pour discerner quelles sont les opportunités d'investissement à long terme. Les analystes actions, equity analysts, j'ai beaucoup travaillé avec eux, pendant 15 ans à Morgan Stanley, il y a des gens absolument formidables. Les meilleurs, c'était en général ceux qui étaient soit des gens qui avaient fait un doctorat de chimie ou de biologie, etc., et qui continuaient à être totalement passionnés par leur domaine d'origine, plutôt pas que par le modèle CAPM, ou par les bidas, ou par est-ce qu'un tel ou un tel comme CFO marchera mieux. Et j'aurais tendance à penser que plus on met de passion dans des activités humaines de business, plus on a des chances d'ouvrir l'éventail des bons investissements. Donc remettons de la passion, et ça vient quand même très souvent, pour moi, en tout cas, de la science et de la technologie. Merci. Alors il nous reste très peu de temps, mais peut-être pour une ou deux questions maximum. Non, alors sinon, moi, je vais utiliser ces 2 minutes qui restent peut-être sur une question. Il y a une proposition dans le rapport de 2 Degrees Investing Initiative sur le fait justement d'aider pour les objectifs non financiers des épargnants, qui est autour de mettre à disposition un outil qui, et puis aussi pour pallier peut-être des fois le défaut de qualité du conseil que peuvent recevoir les épargnants pour les orienter sur les produits, c'est de mettre un outil à disposition en utilisant les données de masse sur finalement
les meilleurs investissements en fonction de leurs objectifs financiers et non financiers. Est-ce qu'à votre avis, ce type d'outil serait utile? C'est-à-dire c'est simplement une plateforme numérique, on rentre, voilà, je voudrais investir sur tel horizon de temps, je voudrais, j'ai des préoccupations notamment de responsabilité sociale des entreprises, de transition énergétique. Il est possible de coter les différents investissements de ce point de vue-là. Est-ce qu'à votre avis, un tel outil mis à disposition aiderait finalement peut-être à pallier ce qu'on a tous constaté aujourd'hui, c'est que le conseil en termes de placement financier n'est peut-être pas toujours au meilleur niveau, ou en tout cas ne répond pas toujours aux préoccupations des épargnants. Alors bon, il nous reste très peu de temps, mais peut-être est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus, ou alors Thierry? Qu'il y ait de la technologie intelligente qui permette de rationaliser, de faire du screening plus systématique, de mieux intégrer, ça me semble évident, et ça me semble évident que ça va se développer plus. Que le monde de la technologie corrige les biais humains de je vais te conseiller ce qui est mon intérêt, etc., j'y crois pas une seconde. Je pense que les êtres humains sont ce qu'ils sont, et que, donc voilà, oui, la technologie apporte de l'efficacité et va en apporter plus. Dire qu'elle va remplacer et corriger tous ces biais-là, non, j'y crois pas du tout. Aujourd'hui, il y a des choses dans le monde des robo-advisors qui méritent d'être regardées de très très près et qui sont pas forcément toutes magnifiques d'un point de vue déontologie. Hein. Donc voilà. Donc et c'est une vraie question. Enfin, je suis pas là pour parler de ça, mais pour les régulateurs qui n'ont pas envie de rigidifier ou d'empêcher l'innovation, bien sûr que non, ça serait évidemment contre-productif. Pour autant, il ne faut pas être naïf sur le fait que c'est pas parce qu'il y a une jolie méthodologie et technologie derrière que tout va être parfait, et que du même coup on peut se permettre par exemple de ne plus contrôler, mettre des règles et de regarder que ce soit bien appliqué. Donc je serais nuancé sur cette solution. Il y a un rôle à jouer, mais en laissant se développer les outils, l'innovation. Bien sûr. En labellisant en termes après ça, il faut l'intégrer dans un schéma qui soit rationnel et contrôlé. J'ai une réaction quand même par rapport à ça. D'abord, il y a une société d'assurance qui s'est créée aux États-Unis en ligne, qui est fondée sur l'économie du comportement et l'intelligence artificielle. Je crois qu'elle s'appelle Clémentine, je ne suis pas sûr du nom. Et je peux vous dire que tous les assureurs regardent ça. Ce n'est pas un robot-advisor, qui sont très très loin d'utiliser le deep machine learning qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est de la véritable innovation et qui, si je puis dire, internalise les biais de comportement. Ceux qui les conseillent sont de véritables scientifiques de l'économie comportementale et non pas des deuxièmes ou des troisièmes couteaux, mais plutôt parmi les stars. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu deux rapports absolument passionnants que partie des dernières choses que l'administration Obama nous a offert sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Dans le deuxième, il est dit que General Intelligence, donc ce qui pourrait remplacer un certain nombre d'activités humaines, c'est pour dans plusieurs décennies, mais on n'en sait rien. Et franchement, ça fait partie des possibilités. Les choses se développent tellement vite. Ce que fait DeepMind à Londres, ce que fait DreamQuark, une entreprise française, une start-up française, je la cite parce qu'elle est absolument extraordinaire, me font penser qu'il faut avoir l'esprit totalement ouvert par rapport à la possibilité d'avoir un soutien, y compris pour la correction des biais, pour peu qu'il y ait une bonne assise théorique. Tout à fait d'accord. Les choses vont extrêmement vite. Ce que je disais, c'était vraiment robot-advisor, c'est pas tout à fait le même sujet. D'accord, il me reste... Ah, peut-être une réaction. Oui, une réaction sur... je pense que du côté du point de vue de la transition énergétique, il faut faire très attention sur les indicateurs qu'on pourrait utiliser pour communiquer auprès du grand public sous peine de risquer, comme disait Jean Boissineau, du greenwashing, parce qu'on n'en est pas encore là sur les indicateurs à utiliser. Les questions de transition énergétique sont
complexes, demandent de la prospective, de l'analyse de scénarios. Il y a une analyse de risques et d'opportunités à faire basée sur des scénarios. C'est difficilement... on peut difficilement résumer l'intelligence qu'il y a derrière cette analyse en un indicateur pour pouvoir communiquer auprès du grand public. Cependant, sur tout ce qui est big data, utilisation de l'intelligence artificielle, etc., on a, avec ces instruments-là, l'opportunité de pouvoir intégrer toutes ces données, enfin c'est des questions de scénarios et de données multiples à collecter et à analyser, et pour pouvoir facilement intégrer cette analyse dans l'analyse financière telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et c'est plutôt à ça qu'on devrait utiliser toute cette question d'intelligence artificielle, de big data, pour faciliter l'intégration des enjeux climatiques par les acteurs financiers. Et après, peut-être, une fois que ça sera mature, pouvoir le communiquer au grand public. Merci. Alors, le dernier mot peut-être à Bernard Cohen-Haddad, et puis avant que je passe la parole à Anne Le Laurier pour une conclusion et une synthèse peut-être de cette demi-journée. Donc peut-être très rapidement, Bernard. Oui, ce sera très rapide. Juste, je voulais dire, c'était sur la pédagogie, parce que ce qui me semble important de souligner, c'est que quels que soient les systèmes d'information qu'on pourra développer, la principale information qu'il faut faire passer, c'est que quand on épargne, c'est pas forcément une addition pour demain. Et oui. C'est pas 1 plus 1, ça fera 2. Ça peut faire 1 plus 1 et ça fera qu'un. Et ça, c'est peut-être pour les particuliers, mais aussi pour nous, les entreprises, parce que lorsqu'on investit sur un marché à long terme, on ne va pas forcément gagner tout de suite. Ce problème de l'aléa, il est fondamental. Et dans la prospective, et plus on est en concurrence mondiale, plus on est en prise de risque, il y a toujours cet aléa, et cet aléa, c'est peut-être la principale information qu'il faut prendre en compte. Merci, je vous remercie donc tous, et je passe sans plus tarder la parole à Anne Le Laurier pour un mot de conclusion et de synthèse, mais d'abord peut-être un round d'applaudissements pour les membres du panel.